Bonjour à tous. Bienvenue à cette troisième conférence et la première de 2024 dans le cadre de notre programmation En route vers les 20 ans du campus de l'Université de Montréal en Mauricie. Je me présente, je suis Marie-Hélène Giroir, je suis la vice-doyenne associée au campus de l'Université de Montréal en Mauricie. Je suis heureuse de vous accueillir à cette rencontre. Avant de débuter, j'aimerais reconnaître que nous sommes situés en territoire autochtone non cédé par voie de traité et je souhaite saluer ceux et celles qui, depuis des temps immémoriaux, en ont été les gardiens traditionnels. J'exprime mon respect pour la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés ici et partout autour du monde. J'aimerais aussi souligner le partenariat avec le CIUS-MCQ qui nous permet de bénéficier des locaux du pavillon d'enseignement pour remplir notre mission et ainsi de vous accueillir dans cet auditorium ce soir. Le campus de l'Université de Montréal en Mauricie a accueilli ses premiers étudiants en 2004. On célébrera donc nos 20 ans lors de la prochaine rentrée académique. En date d'aujourd'hui, 528 personnes ayant fait leur parcours d'études médicales prédoctorales ont été diplômées. Environ 60% de ces derniers ont choisi la médecine de famille et les autres, différentes spécialités pour leur programme de résidence. Nos diplômés ayant terminé leur résidence et ayant débuté leur pratique médicale se retrouvent dans toutes les régions administratives du Québec et en plus grand nombre en Mauricie. Quelques-uns font profiter leur expertise aux populations de d'autres provinces, comme en Ontario ou en Colombie-Britannique. Les conférenciers de notre programmation ont été identifiés par nos anciens diplômés comme ayant des parcours inspirants. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Dr François Simard. Dr Simard est un fier diplômé de la cohorte 2012. Il a par la suite complété sa résidence à l'Université de Montréal, d'abord en médecine interne, puis en cardiologie de l'adulte. Son intérêt pour la physiologie de l'exercice et le remodelage cardiaque secondaire à l'exercice physique l'a mené à poursuivre ses études. Il a donc complété sa formation en échographie cardiaque à l'Institut de cardiologie de Montréal et en résonance magnétique au Royal Brompton Hospital de Londres, puis finalement en cardiologie sportive et en réadaptation cardiaque à l'Hospital Clinic de Barcelone. Il est actuellement médecin enseignant, professeur adjoint de clinique et à l'Institut de cardiologie de Montréal et en réadaptation cardiovasculaire au Centre EPIC. Je vous laisse le découvrir à travers sa conférence intitulée « Comment avoir un impact sur le terrain ». Dr Simard, à vous la parole. Donc, bonsoir à tous. Merci de vous être déplacés pour la conférence. C'est un grand honneur d'avoir été invité par le comité organisateur. Merci beaucoup, sincèrement. J'ai fait déjà quelques conférences sans me vanter, mais celle-là, elle me stresse un peu plus parce que je reviens aux sources d'où tout a débuté ou presque. Évidemment, je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Donc, je voulais présenter un peu c'était quoi la cardiologie du sport parce que je pense que on a peut-être une vague idée, mais on va essayer de mettre une petite définition là-dessus. Ensuite, je vais parler un peu du parcours que j'ai fait durant ma formation pour m'intéresser à ça, puis ensuite développer les compétences pour être un professionnel là, dans cette spécialité-là. Puis ensuite, je vais vous parler de quelques enjeux que j'ai en clinique ou les débats qu'on a dans cette profession-là et qui, des fois, vous allez voir, des fois dans les médias, certaines controverses en lien avec ces fameuses questions. Donc, qu'est-ce que la cardiologie du sport? En fait, c'est une surspécialité de la cardiologie, évidemment, qui vise à comprendre et à réaliser la prise en charge des athlètes qui sont actifs avec soit des conditions cardiaques connues ou qui ont peut-être des conditions cardiaques puis qu'on essaie de les détecter avant qu'ils développent des problèmes. Ce que j'aime de cette spécialité-là, moi, en fait, puis moi, je suis un cardiologue qu'on dit à l'Institut, je suis un cardiologue non invasif, donc un cardiologue général, parce que ça m'oblige à être adéquat, j'espère bon, en imagerie cardiaque. En électrophysiologie aussi, il faut que je connaisse les arythmies de façon assez substantielle parce qu'il y a beaucoup d'arythmies qui sont en lien avec les athlètes. Il faut que je sois au courant des cardiopathies génétiques parce qu'évidemment, c'est associé à un risque de mort subite sur le terrain. Et aussi, il faut que je connaisse la physiologie de l'exercice pour savoir si un athlète qui développe certaines modifications de son cœur, est-ce que c'est adéquat ou non en fonction du type de sport et de l'intensité qu'il pratique. La première question que je pose tout le temps quand j'ai un patient ou un athlète qui rentre dans mon bureau, c'est est-ce que c'est un athlète professionnel ou un athlète amateur? Ici, la distinction est assez facile à faire. C'est qui le professionnel, c'est qui l'amateur. Mais des fois, c'est pas si évident parce qu'en fait,
La définition d'un athlète professionnel, c'est quelqu'un qui va viser une performance et qui va au-dessus et qui pourrait ignorer des messages, par exemple, d'essoufflement, de douleur ou une sensation d'étourdissement pour viser une performance. Il y a un gain à la performance qui est un peu au-dessus de lui, hein. Que ce soit financier ou pour la gloire des Olympiques ou peu importe, mais il y a quelque chose d'au-dessus de lui là, pour la performance, OK? Et qui pourrait l'amener à ignorer certains signes ou symptômes. Alors que l'athlète amateur, on considère que c'est probablement quelqu'un qui s'entraîne, parfois à un haut niveau d'exercice, mais qui ne vise pas le même niveau d'excellence ou que la performance n'est pas aussi importante. Je peux vous dire, par contre, qu'en pratique, je vois des gens qui sont considérés comme athlètes amateurs et qui vont faire des Ironman et qui ne s'écoutent pas beaucoup, OK? Alors, malheureusement, la distinction n'est pas si facile et il faut prendre ces gens-là très au sérieux et ou les mettre en garde de façon adéquate et de leur dire, vous ne devez pas ignorer certains symptômes, vous devez m'en parler. On va en parler durant la présentation dans la prochaine heure. Donc, la cardiologie du sport, finalement, ce que ça vise à étudier, c'est le cœur d'athlète. Le cœur d'athlète, ce que c'est l'ensemble des remodelages physiques physiologiques et électrophysiologiques qui sont en lien avec la pratique d'une discipline. On estime qu'environ après 3 mois d'exercice régulier, il commence à y avoir certains remodelages au niveau cardiaque et ces remodelages-là, par définition, devraient être réversibles. Quand on a un patient qui se présente avec nous et qui a certains remodelages, on doit se poser aussi d'autres questions. Évidemment, c'est quoi la discipline? Combien d'heures est-ce qu'il pratique par semaine ou par mois? Bon, peu importe comment on le mesure ou même par année. Mais d'autres choses aussi. C'est quoi son âge? C'est quoi son ethnie? Quel est son sexe? Parce que ça vient modifier le degré de remodelage cardiaque qui est en lien avec la discipline. Donc ça, c'est toujours des choses que je regarde dans ma pratique et surtout évidemment, l'influence de la discipline. Il y avait des théories qui sont un peu imparfaites. Vous allez voir, c'est un peu plus compliqué dans ce tableau-là, mais on estimait que, par exemple, les gens qui font de l'haltérophilie, donc tous les sports de puissance, ça entraînait surtout de l'hypertrophie du ventricule gauche, donc un épaississement du muscle cardiaque sans dilatation des cavités. Et ceux qui faisaient vraiment des sports d'endurance, triathlon, cyclisme, marathon, eux ne développaient que de la dilatation des cavités cardiaques, mais sans hypertrophie. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Dans le tableau ici, ça laissait un peu de démontrer que, finalement, il y a des petites nuances dépendamment de certains sports, parce qu'il y a des sports qui combinent autant l'endurance que la puissance, et il faut donc s'attendre à un peu les deux types de remodelage chez les athlètes. Donc, il ne faut pas s'en surprendre quand on les image. L'autre chose, on voit ici, par contre, qu'au niveau de la discipline, on s'attend à beaucoup plus de remodelage quand c'est des gens qui font des sports d'endurance, alors que l'haltérophilie, les sports de puissance, entraîne un certain remodelage, mais comme vous pouvez voir en bas du graphique, là, c'est des remodelages qui sont beaucoup moins significatifs. Donc, encore une fois, moi, quand je vois un athlète et qu'on me le réfère, par exemple, parce qu'on a détecté une dilatation des cavités, bien, si c'est quelqu'un qui fait de l'haltérophilie 2 fois semaine, bien, je ne devrais pas m'attendre à grand remodelage. Fait que tout à coup, il y a quelque chose qui ne concorde pas. Donc, c'est là où mon expertise est souvent demandée. Quels sont les changements morphologiques qu'on étudie et ou qu'on observe chez les athlètes? Premièrement, il y a les dilatations des cavités gauches, la dilatation ventriculaire gauche. Ça, c'est quelque chose d'assez fréquent et relativement bénin en général. On va en parler un peu plus tard. L'autre question que je me fais souvent aussi poser, c'est la dilatation du ventricule droit, parce que certaines pathologies dangereuses au niveau cardiaque qui se manifestent uniquement par des dilatations du ventricule droit. Et donc, on est toujours en train de se poser la question, mais est-ce que l'athlète est en train de développer une maladie ou il a simplement des changements en lien avec sa discipline? Et finalement, l'hypertrophie ventriculaire gauche, assez fréquent également. Et c'est là tout le défi diagnostique, parce que le cœur d'athlète qui regroupe ces dilatations des cavités et l'hypertrophie, bien, finalement, vient chevaucher certaines cardiomyopathies, comme la cardiomyopathie hypertrophique, si on parle de l'hypertrophie des parois, les dilatations de cavité gauche, donc toutes les cardiomyopathies dilatées génétiques. Et si c'est une dilatation du ventricule droit, c'est surtout la cardiomyopathie arythmogène. Son nom dit arythmogène, arythmique, dangereux. Donc, on veut toujours éliminer ce diagnostic-là chez les athlètes. Ce n'est pas toujours si facile. Et c'est là où mon expertise vient en jeu. Donc, comment est-ce que je me suis rendu là?
Premièrement, bien, évidemment, j'ai appliqué en médecine. J'étais premier sur la liste d'attente, mais j'ai été accepté après ça finalement et j'ai choisi le campus Mauricie. Moi, je venais de la Mauricie, j'ai fait mon cégep à Shawinigan, mais ça commençait, hein? Tu sais, moi, je ne suis pas de la première cohorte, mais quand même, il n'y avait pas eu encore d'étudiants qui avaient gradué. Il y avait des questions qui se posaient. Là. Ça, c'est différentes questions, ou en tout cas, différents commentaires que les gens discutaient là, durant les entrevues. Là. Ils n'étaient pas sûrs. Ah, tu sais, tu coches-tu campus Mauricie? Oui, non. Bon. Ben, mais j'avais les mêmes appréhensions. Notamment la dernière, là, j'avais peur de ne pas être prêt pour la résidence et de ne pas pouvoir passer mon examen final. Puis finalement, pendant ma formation, bien, cet article-là est apparu, tu sais, étudiants en médecine les meilleurs au Canada. En tout cas, ma cohorte n'a pas été les meilleurs au Canada, mais en tout cas, il y en a avant moi qui étaient meilleurs. Mais ça m'a inspiré pour me dire, mais écoute, tu es à la bonne place, tu vas apprendre des bonnes choses, puis tu vas être prêt pour ta résidence. Fait que finalement, ce que je retiens plein de choses, évidemment, de mon passage au campus Mauricie, mais ce qui m'a marqué, moi, en tout cas, ici, c'était la proximité avec les enseignants médecins. Ça a été incroyable. Je m'en suis rendu compte, en fait, après, durant ma résidence, comment j'étais loin des patrons. Tandis qu'en Mauricie, ça m'apparaissait normal d'être un externe 1, puis d'interagir avec le patron pour réviser ma consulte. Tu sais, moi, c'était le normal, ça. Puis là, quand je suis rendu à la résidence à Montréal, je fais « OK, il y a beaucoup d'intermédiaires, finalement, avant de parler à mon patron. » Il y avait un esprit de groupe qui était extrêmement fort, notamment bien, tous ceux qui... Il y en a de ma cohorte qui viennent présenter ici. J'ai des échanges assez réguliers avec eux, ou des fois, je les croise même dans certains centres hospitaliers. Fait que c'est toujours incroyable. Puis même pendant la formation, je veux dire, on s'est beaucoup entraidés, puis chacun avait ses forces. En tout cas, je garde vraiment de bons souvenirs de ça. Puis surtout, une exposition de premier plan aux patients et aux malades. Je pense qu'en fait, ça rejoint mon prochain point à la résidence, là. Je ne m'étais pas rendu compte comment j'avais été aussi bien exposé à certaines maladies, puis à tout le début là, de quand tu es externe, là, bien, commence à prescrire. Tu sais, Marc, qu'est-ce que tu ferais comme signes vitaux? Qu'est-ce que tu ferais comme prise de sang? Qu'est-ce que tu ferais comme... Peu importe, là, tu sais, mais mouille-toi un peu. Parce que finalement, la résidence, le 1er juillet, là, je te garde en plus, là, durant la nuit, t'es dans le bain, puis là, ben, go, là, t'es prêt. Fait que là, ben, en tout cas, on considère que t'es prêt. Mais en Mauricie, je peux le dire, là, j'étais vraiment prêt à passer là. Alors que j'avais d'autres collègues qui avaient fait leur externat, on va dire, à d'autres centres, là, puis ils n'étaient pas du tout dans la même... ils se sentaient beaucoup moins sécures, ils n'avaient pas fait ça si souvent, hein, parce que, ben, à cause de la pyramide là, de l'enseignement qu'il y avait dans d'autres centres, ben, ils n'ont pas écrit souvent... Tazocin et la dose et tout. Là. Fait que ça m'a vraiment marqué comment je voyais l'étape déjà que j'avais réussi à franchir durant mon externat, que certains résidents, bien, c'était ça leur premier mois. Là. Fait que ça m'a vraiment avantagé, ne serait-ce que pour la confiance, mais aussi dans les évaluations avec plusieurs patrons là, dans mon début de R1. Là, ça revenait fréquemment. « Ah, mais tu sais, t'es à l'aise de prendre en charge et tout, puis de voir le patient. » Puis tout, ben, je fais « ben, oui, j'étais à l'aise, ça me semblait tout naturel, mais finalement, je me rends compte que c'est un objectif que tout le monde a, mais qui n'est pas toujours aussi bien réussi dans d'autres centres. Puis au campus Mauricie, en tout cas, c'est ce que d'autres collègues m'ont dit aussi, mais moi, je l'ai vécu personnellement. Là, je me suis vraiment senti très bien préparé pour la suite qui s'en venait. Fait que j'ai fait 3 ans de tronc commun en médecine interne. J'allais dire, c'est pas passé grand-chose. C'est juste que c'est un passage obligé pour faire de la cardiologie. Hein, fait que j'ai beaucoup aimé, mais je savais que je voulais être cardiologue. Fait que j'ai fait mes 3 ans, j'étais très content, j'ai appris un peu dans toutes les autres spécialités, mais je savais que je voulais être cardiologue. Je savais pas que je voulais être cardiologue sportif encore à ce moment-là, mais je savais que je voulais être cardiologue. Fait que j'ai fait mes stages, j'ai bien aimé ça. Puis là, j'ai appliqué après ça. Il y a un deuxième CARMS, hein, ceux qui apprennent le premier CARMS, il y en a un deuxième si vous faites médecine interne, soyez prêts. Mais fait que j'ai appliqué au deuxième CARMS, puis là, mes amis, ils disaient « François, t'oses un peu, là, tu ne fais qu'appliquer en cardiologie, là, c'est juste ça que tu fais, là, tu même pas de deuxième choix. » Je disais « Non, moi, je veux juste faire mes cardio, c'est juste ça. » OK, bonne chance. Puis heureusement, j'ai été pris. Fait que j'ai fait ma cardiologie de l'adulte à l'Université de Montréal. Puis c'est durant mon parcours que là, la physiologie de l'exercice, la réadaptation cardiaque, c'est là que j'ai commencé à avoir un grand intérêt là-dedans. Au début, je voulais être hémodynamicien. Hein, je voulais mettre des stents. Là, c'est très gratifiant là, sur le coup. Hein, tu fais « wow, infarctus, je dilate l'artère, c'est super. » C'est super le fun, honnêtement. Mais il faut se lever la nuit, beaucoup. Il
la cardiologie du sport, c'est une spécialité de jour. Hein? Fait que en tout cas, je me réveille encore la nuit parce que j'ai d'autres tâches cliniques, mais celle-là, moins souvent. Je me fais moins appeler pour ça. Fait que ça l'a notamment fait partie de mon choix. Là. Ça l'a influencé mon choix, mais surtout, c'est l'intérêt que j'ai développé pour la réadaptation. Puis j'avais la chance d'être à l'Institut de cardiologie de Montréal. Je travaillais au Centre EPIC en réadaptation. Puis il y a un docteur là, qui s'appelle le docteur Martin Junot, qui était directeur à ce moment-là, qui me disait, ben là, tu sais, t'aimes ça la prévention? Je dis, oui, j'aimerais ça travailler là-bas. Puis il dit, bon, ben tu sais, qu'est-ce que tu as envie de faire en prévention? Puis je dis, ah ouais, tu sais, il y a des surspécialités même en prévention. Tu sais, j'étais comme, OK. Fait que tu veux-tu faire de la nutrition? Tu veux-tu faire... peu importe. Puis je fais, ben tu sais, les athlètes, là, tu sais, on se fait référer des consultations, puis on est toujours un peu mal à l'aise. On ne sait pas trop quoi faire avec eux autres. Ils sortent des normes. Je dis, mais il me semble que je ferais ça. Fait que... Ben, c'est une très bonne idée. T'sais. Il dit, ben là, par contre, il va falloir que tu trouves un cheminement, une façon pour devenir l'expert là-dedans, puis nous ramener cette expertise-là à l'Institut de cardiologie de Montréal. Fait que je dis, ben, OK, parfait. Fait que, on a pris l'envol, moi, ma conjointe et ma petite fille, initialement à Londres. Merci, en passant à la bourse de l'UDM, notamment, qui a réussi à financer ce vol. J'ai passé 1 an à Londres, au Royal Brompton Hospital, surtout pour apprendre la résonance magnétique. C'était pas juste avec les athlètes, mais c'était pour apprendre la résonance en général. Mais je considérais que c'était nécessaire d'être un pro de l'imagerie cardiaque. Parce que mon but, moi, en fait, c'est que quand je prends les athlètes, c'est de les voir du bureau de consultation jusque dans ces examens les plus spécialisés, là, puis de voir son cœur vraiment, en tout cas, avec la plus haute définition possible qu'on a en ce moment, qui est la résonance magnétique. Donc, je voulais être un pro là-dedans pour pouvoir moi-même me faire mon idée quand je vois les images et non être dépendant de quelqu'un d'autre. Fait que j'ai fait 1 an là-bas. Puis, finalement, la deuxième partie, bien, je suis allé à Londres, au centre... ici, c'est le centre médical là, et d'entraînement de Barcelone, mais c'est affilié à une clinique, là, qui est le Hospital Clinic, qui est un hôpital universitaire aussi là-bas. Donc, les gens me posent tout le temps la question comment c'était là-bas, fait que j'avais pas le choix d'en parler aujourd'hui, mais ça, c'est juste le centre d'entraînement. Hein? Vous avez vu, là, c'est énorme, il y a plein de terrains, parce qu'évidemment, il y a plusieurs équipes. Il n'y a pas juste l'équipe A de football, hein, qu'on dit en Europe. Il y a tous les clubs juniors et tout qui sont là. C'est évidemment très bien équipé. Ils ont des salles avec toutes les spécialités. Tu as l'orthopédiste, tu as le cardiologue, tu as le pneumologue, il y a des médecins du sport là-bas qui sont... c'est des omnipraticiens qui font une sous-spécialité là-dedans. Et là, tu as accès aussi à toutes les imageries que tu veux, radiographie, la résonance magnétique, si tu la veux, tu l'as là, le jour même. Tu ne te poses pas la question. Hein? Parce que le temps, c'est de l'argent pour eux. Il ne faut pas que l'athlète reste trop longtemps hors du terrain, hein, si tu penses qu'il y a une contre-indication. Donc, c'est évidemment très, très stimulant, mais tu comprends aussi qu'il y a beaucoup d'intérêt financier derrière la question. En gros, les athlètes, quand c'est le pré-saison, là, ils vont passer dans chaque salle, finalement. Là, tous les spécialistes le voient puis l'examinent selon la portion qu'il y a à évaluer et bien, les examens qu'ils doivent passer là, de façon régulière. Fait que ça, c'est la tradition, c'est la petite routine du pré-saison. Puis par la suite, bien, on les voit au besoin, dépendamment des blessures. Évidemment, l'orthopédiste en voit beaucoup plus que moi parce qu'eux, ils ont beaucoup de blessures musculo-squelettiques. Au niveau cardiaque, c'est un peu plus calme durant la saison, mais quand même, des fois, ils nous demandaient de les voir. Fait qu'on les voyait avec plaisir. Fait que, au niveau cardiaque, évidemment, bien, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on fait un questionnaire, l'examen physique. Ils ont toujours des prises de sang obligatoires. Ils font un électrocardiogramme au repos, à l'effort. Puis on incluait, nous, d'emblée, une échographie cardiaque. Fait que c'était pas mal ça qu'on devait faire chez chaque joueur. Et évidemment, ils n'ont pas le temps. Hein, fait que faut que tu te grouilles, tu as 10 minutes pour faire tout ce que tu veux. Après ça, ils ont d'autres obligations. Fait que, je l'ai dit, on le fait à chaque année. Puis là, ben là, vous allez dire, ben écoutez, il y a juste une équipe, il y a 22, 25 joueurs, qu'est-ce que tu fais le reste du temps? Mais en fait, c'est qu'il y a toutes les autres équipes juniors, l'équipe B, l'équipe de remplacement C, puis tout le football féminin notamment, là, qui est en expansion beaucoup, ben, partout dans le monde, mais en Europe aussi notamment. Fait que toutes ces équipes-là, ils sont à évaluer aussi. Fait que ça garde bien occupé durant une bonne portion de la saison. Puis, l'équipe du FC Barcelone, c'est évidemment beaucoup de football, mais il y a une grosse équipe de basketball, volleyball, handball. Il y a beaucoup de disciplines, en fait, qui sont regroupées sous le FC Barcelone. Donc, on voyait toutes ces
ces athlètes-là. Puis là, c'est là que c'était intéressant dans mon cheminement, c'est que je pouvais faire la corrélation directe entre, OK, un joueur de football, tant d'années, ça ressemble à ça, les mesures du cœur. On s'attend à ça et on ne devrait pas dévier de temps en temps. Puis là, là c'était le joueur de volleyball, qui n'est pas du tout la même discipline. Là. OK, lui, il va avoir tel genre de modification, celui qui fait de la natation et tout. Fait que c'était cette corrélation-là que je faisais avec les différentes disciplines qui étaient hyper intéressantes dans mon stage. Puis on allait aussi, j'en parle moins ici, mais au niveau du centre olympique de Barcelone, fait que toutes les disciplines olympiques, on évaluait ces athlètes-là aussi. Fait que, encore une fois, de la corrélation entre le type de discipline, le nombre d'heures d'entraînement, puis qu'est-ce qui change au niveau cardiaque. Fait que voilà, c'est ça. Ça m'a permis de voir toutes ces adaptations-là. Ça m'a permis de voir des adaptations extrêmes aussi. Puis, ce qui était fun aussi, c'était de voir des jeunes de voir des joueurs très jeunes. Hein. Eux, dès l'âge de 8 ans, 9 ans, sont souvent recrutés là, dans le club. Là. Puis là, tu sais, il faut qu'ils deviennent bons, évidemment. Fait que là, ils sont entraînés pour ça, mais au niveau cardiaque, ils veulent être sûrs qu'ils vont avoir un bon retour sur leur investissement. Fait qu'ils veulent détecter précocement s'il y a des maladies, puis qu'on les retire avant s'il y a quelque chose, évidemment, pour leur sécurité aussi. Fait que c'était ça notre rôle quand on voyait les plus jeunes, qui est un autre enjeu parce que moi, j'étais un cardiologue de l'adulte. Je n'avais pas fait beaucoup de pédiatrie, là, fait que, il a fallu que je m'adapte, mais heureusement, j'avais des bons mentors là-bas. Je voulais prendre quelques minutes quand même pour parler un petit peu de c'est quoi les débats qu'on a dans ma spécialité actuellement et qui fait des fois jaser dans les médias, justement. Parce que ça l'évoque toujours des passions. Hein? Fait qu'en fait, mon premier sujet, c'est la mort subite. Oh, pardon. La mort subite chez les athlètes. Okay? Je pense qu'à toutes les fois que ça arrive, c'est toujours tragique, évidemment. Ça fait des images très bouleversantes à voir. Puis là, ça passe en boucle hein, durant peu importe la chaîne de nouvelles là, qu'on regarde. Puis c'est un phénomène qui reste relativement rare. Hein? Quand on le calcule, là, c'est 1 sur 50 000 à 1 sur 100 000 athlètes année. Okay? C'est juste que ça frappe l'imaginaire d'avoir un athlète qu'on considère extrêmement en forme, au summum de son art, de santé. Puis là, finalement, il s'écroule comme ça subitement. Puis on espère heureusement qu'il est réanimé, mais des fois, ça ne fonctionne pas. Fait que, évidemment, il y a beaucoup d'intérêt pour essayer de comprendre pourquoi ça arrive, ce genre de choses-là. Ce qu'on sait, là, c'est que, premièrement, il y a certains groupes plus à risque. Les hommes, les Afro-Américains ou Afro-Caribéens. Certaines disciplines aussi, le basketball, soccer ou football, dépendamment de quel côté de l'Atlantique vous êtes, là, c'est des disciplines à risque. On le sait qu'il y a plus de morts subites dans ces groupes-là. Puis, il y a beaucoup d'étiologies. Ici, j'ai entouré là, les plus fréquentes, mais la cardiomyopathie hypertrophique, hein, qui est un épaississement du cœur anormal là, et qui entraîne certaines arythmies, ça, c'est une des causes les plus fréquentes. La dysplasie arythmogène du ventricule droit aussi, c'est une cause fréquente. Mais selon les populations étudiées, ces causes-là vont être présentes dans des proportions différentes. Fait que dépendamment, est-ce qu'on est en Europe versus aux États-Unis versus si on était plus en sol africain. Comme vous pouvez voir, il n'y a même pas de... ici, dans mes diapos, là, il n'y a aucune notion sur les Asiatiques. C'est notamment ça, toute la population d'origine asiatique, on n'a pas beaucoup de données là-dessus. Fait qu'il y a beaucoup de recherches encore à ce niveau-là parce qu'on ne comprend pas tout le phénomène. Ici, je voulais juste quand même décrire un peu c'est quoi ces cardiomyopathies-là que je recherche activement quand je vois un athlète, là, surtout dans un contexte de dépistage. Donc, la cardiomyopathie hypertrophique, ça se définit par l'hypertrophie de un ou plusieurs segments du cœur dans des conditions de charge qui n'est pas expliquée par des conditions de charge anormales. Donc, sans hypertension artérielle, sans sténose aortique, sans peu importe la condition de charge qui serait anormale. Donc, c'est quelque chose qui est génétique, assez prévalent, hein? 1 sur 200 à 1 sur 500. Ils n'ont pas tous, évidemment, un pronostic défavorable, mais c'est quand même relativement fréquent. Comparativement à la cardiopathie arythmogène du ventricule droit, ici, vous pouvez voir qu'il y a un anévrisme au niveau de la base du ventricule droit, là, avec la belle petite flèche jaune que j'ai mis. Donc, c'est là où est-ce qu'on pense que les arythmies sont générées. Et c'est des arythmies ventriculaires très instables et qui mènent souvent à une mort subite, surtout dans un contexte adrénergique, donc de l'exercice. Une prévalence beaucoup moins fréquente là, que la cardiomyopathie hypertrophique, mais elle a un risque beaucoup plus élevé lors des sports. Fait que là, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce qu'en Europe, ça a été l'intérêt pour lequel je suis allé là-bas, c'est qu'ils ont
décidé qu'ils allaient dépister les athlètes professionnels et même les amateurs, là, mais qui s'engagent dans des activités significatives là, de haute intensité ou de pré-compétitif là, ou semi-compétitif. Alors qu'aux États-Unis, c'est moins la norme, puis encore moins au Canada, on va en parler dans les prochaines diapos. Mais pourquoi est-ce qu'en Europe, ça l'a bien pénétré dans la pratique clinique? C'est parce qu'il y a une expérience italienne qui a été réalisée où est-ce que dans les années 80, il y a eu plusieurs cas de mort subite durant la discipline, là, souvent au football, mais d'autres disciplines sportives. Et là, il y a un décret gouvernemental où est-ce qu'ils ont obligé tous les athlètes à être dépistés par des médecins et souvent des cardiologues. Et à ce moment-là, par contre, le dépistage, là, c'était questionnaire, examen physique et un électrocardiogramme au repos. Okay? On n'était pas obligé de faire tout ce que je faisais au FC Barcelone, mais quand même, un électrocardiogramme au repos. C'est ça que ça venait rajouter finalement dans le décret. Et ce qu'ils ont marqué, comme vous pouvez voir la ligne du haut, là, rapidement, dans les années qui ont suivi, le taux de mort subite durant les activités sportives, là, durant les sports, a drastiquement diminué. Okay? Donc, une expérience qui a, ici, là, c'est 89 %. Fait que ça a frappé évidemment l'imaginaire et là, les Italiens ont publié cette expérience-là et ils ont dit, bien, vous devriez tous faire ça, là, partout, toutes les fédérations là, dans le monde. Par contre, les États-Unis, eux, quand ont décidé de répéter cette expérience-là, ils ne l'ont pas fait à une échelle nationale, mais ils l'ont fait au niveau régional. Là, ici, c'était au Minnesota. Quand ils ont instauré un électrocardiogramme en plus de leur évaluation régulière, là, ils n'ont pas vu de diminution de la mort subite. Ce que vous pouvez voir, par contre, dans le graphique, c'est que finalement, les Italiens partaient très haut. Il y avait beaucoup de morts subites comparativement aux Américains. Fait qu'on peut se demander pourquoi. Est-ce que c'est parce que dans cette population-là italienne, ils ont beaucoup plus de cardiomyopathie génétique, donc il faut les dépister par rapport aux Américains? Ça, c'est l'hypothèse de certaines personnes. Il y en a d'autres qui disent qu'aux États-Unis, à cause de certaines du système de santé qui, des fois, surinvestigue déjà certaines populations, mais on les détectait avant. Ce n'est que des hypothèses, mais n'empêche que ça a le fait que les États-Unis ont décidé de ne pas emboîter le pas à introduire d'emblée un électrocardiogramme pour les athlètes quand ils vont aux Olympiques ou quand ils font dans les ligues professionnelles ou même dans les ligues collégiales, par exemple, universitaires. OK. Puis pourquoi est-ce que les États-Unis, en plus je parle des États-Unis, évidemment, c'est les leaders pour le continent nord-américain, puis on s'est beaucoup fié à leur opinion pour adopter des pratiques canadiennes. Fait que c'est pour ça que je parle beaucoup d'eux autres. Mais c'est que l'électrocardiogramme a certaines limitations. Hein. Même si ça ne coûte pas si cher, ce n'est pas parfait comme examen. On peut rater des diagnostics et évidemment, on se ramasse aussi avec beaucoup de faux positifs, c'est-à-dire des athlètes qui sont asymptomatiques. On fait un électrocardiogramme, on peut-être une petite anomalie, puis on leur dit « Oups, OK, pause, tu ne peux plus t'entraîner, tu as besoin de faire tel test avant de pouvoir recommencer. » Ça crée des délais indus pour leur entraînement, pour leur compétition, du stress aussi, pour finalement pas trouver tant que ça de maladie. Et même dans certaines études, je ne les ai pas présentées ici, mais dans certaines études, il estimait, là, c'est presque 1 million que ça coûterait pour chaque athlète sauvé. Donc, des coûts trop élevés selon eux. Et c'est pour ça qu'il y a une grosse dichotomie entre les deux côtés de l'Atlantique sur est-ce qu'on devrait faire un électrocardiogramme ou non. Fait que moi, quand je décidé que je voulais faire de la cardiologie sportive, je voulais voir, bien, c'est quoi l'autre expérience. Okay? Puis ça, c'est ce que je vous suggère fortement. Je ne sais pas ça va être quoi votre parcours dans le futur, mais si vous décidez que vous faites une résidence ou une surspécialité, n'hésitez pas à aller dans un milieu qui n'est pas comme le vôtre, qui ne fait pas les mêmes pratiques, parce que vous allez ramener premièrement quelque chose d'innovateur. Moi, quand je suis revenu, mes collègues n'arrêtaient pas de me questionner « Ah, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Comment est-ce qu'ils ont rapproché tel problème ou tout? » Puis aussi, bien, ça nous permet peut-être de faire évoluer certaines pratiques aussi, parce que si on reste tout le temps dans nos silos puis dans nos pensées, puis on ne se fait jamais challenger, en bon français, bien, on ne va jamais évoluer sur cette question-là. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'aller en Europe. Puis là, bien, lentement, j'essaie de convaincre mes collègues que peut-être il y aurait un intérêt à le faire, au moins dans certaines populations ciblées.
Puis là, ben, c'est pas facile à convaincre les collègues parce que les recommandations canadiennes là, qui ont été parues, je pense, en 2018 ou 2019, eux, ils sont contre l'électrocardiogramme pour le dépistage des athlètes de façon systématique. Ils disent pas que l'électrocardiogramme, c'est inutile, évidemment, mais c'est juste que de faire passer un électro à tous les athlètes, ça crée trop de positifs et ce n'est pas économiquement soutenable. Donc, nous, ce qu'on fait maintenant comme dépistage autorisé, là, évidemment, mais c'est le questionnaire où est-ce qu'on demande aux athlètes, mais est-ce qu'ils ont des antécédents familiaux de mort subite ou de maladies cardiaques? Est-ce qu'ils ont des souffles anormaux à l'examen, notamment? Est-ce qu'ils ont de l'hypertension artérielle? Fait qu'on les examine, on les questionne. Est-ce qu'ils ont des symptômes cardiaques? Ça, c'est sûr. Puis, bien, en fonction de ça, s'ils n'ont rien, s'ils répondent non à tout, bien, ils peuvent pratiquer. Et s'ils répondent oui, bien là, on les évalue en fonction, puis on fait les examens nécessaires par la suite. Au Canada, puis je pense que c'est absolument nécessaire d'en parler, là, la mesure de prévention qu'on met l'accent le plus, puis qu'on continue encore de travailler, c'est l'accessibilité des défibrillateurs externes automatiques sur les terrains de jeu, lors des courses, hein, dans les marathons. Là, c'est très bien connu qu'il faut mettre le plus possible d'appareils dans les 2 derniers kilomètres à la ligne d'arrivée. Là, c'est là que ça se passe. Fait que là, les gens commencent à être beaucoup plus conscientisés que finalement, si on n'est pas capable de prévenir autant qu'on pense les événements de mort subite, même si c'est rare, bien, il faut s'arranger pour que partout où est-ce qu'il y a des sports de compétition, ou en tout cas organisés qui sont organisés, bien, il faut mettre à disposition des défibrillateurs externes automatiques et de façon rapide parce que le pronostic de ces patients-là dépend du temps entre l'arrêt cardiaque et le temps de défibrillation. Évidemment, le temps de massage, c'est important et tout le reste, là, mais le temps de défibrillation, c'est ça qui joue le plus sur leur pronostic, notamment neurologique. C'est aussi pour ça que vous allez voir, ça change, c'est en train de changer déjà, c'est une diapo qui vieillit un petit peu mal, là, mais comme vous pouvez voir ici, toutes les organisations européennes sont très, très, très proactives et ils demandent de faire un électrocardiogramme, ils demandent de faire une échographie aussi. Hein. C'est pour ça qu'au FC Barcelone, on était obligé de faire une écho à tous les athlètes parce que la FIFA, là, qui gère le football, oblige tous les athlètes à passer par cet examen-là avant de pouvoir jouer dans les compétitions. En Amérique du Nord, étant donné qu'ils sont influencés évidemment par les scientifiques américains, bien, on n'oblige pas les gens à avoir un électrocardiogramme et encore moins à avoir une échographie. Le seul sport où est-ce qu'on oblige à avoir un électro, là, en Amérique du Nord, c'est au basketball. Puis, bien, c'est parce qu'en fait, ils ont démographiquement une discipline à haut risque, beaucoup plus d'Afro-Américains qui pratiquent ce sport-là et des hommes. Okay? Fait que c'est pour ça qu'eux, ils ont exigé ça, parce qu'il y avait une surreprésentation de la mort subite dans cette ligue-là, puis aussi au niveau collégial là, de basketball, c'est maintenant obligatoire. Puis là, bien, c'est ça. C'est pas un joueur de basketball que je vous présente, mais ça, c'est le genre de cas qu'on verrait aussi au basketball. Là, c'est l'hypertrophie ventriculaire. Ici, c'est un patient de 23 ans que j'avais vu à Barcelone. Là. Lui, il faisait partie de l'équipe nationale de hockey. C'était pas du hockey sur glace, là, c'était le hockey sur gazon. Puis, il s'entraînait régulièrement là, depuis au moins 10 ans, 15 heures par semaine. Puis, on fait un électrocardiogramme parce que il faut qu'il soit dépisté. Le patient est totalement asymptomatique. Puis là, sur cet électro-là, je vais essayer de vous le pointer. Là. Vous pouvez voir ici en AVL, je m'excuse, le pointeur n'est pas très fort, là, mais en AVL, l'onde T est négative ici. Et en V5, V6, le segment ST est un petit peu sous-décalé. OK, j'en conviens, c'est pas gros, là. C'est pas gros comme changement, OK? Mais c'est fortement anormal pour un athlète, OK? Dans la population générale, je pense qu'on n'en ferait pas de cas. On dirait, c'est correct, continuez, faites vos activités, là. Mais chez un athlète, dans un contexte de pré-dépistage, cet électro-là est anormal. Surtout, quand après ça... Oh, pardon. Surtout, je vais vous dire le punch suite, surtout quand il nous a dit, un peu plus tard, j'ai oublié de vous dire, mais ma mère, elle a une maladie cardiaque, là. Je pense que son cœur est un peu plus épais, mais je ne suis pas trop sûr, là, tu sais, puis il n'avait pas osé le dire à beaucoup de monde parce qu'évidemment, il avait peur de se faire exclure de son équipe, mais là, ça sortait. Parce que là, on disait, votre électro est anormal, on ne comprend pas pourquoi. Fait que là, c'est là qu'on a décidé d'étudier son cœur un peu plus en profondeur. Puis, évidemment, il a fallu convenir, c'est quoi la valeur normale chez un athlète comme ça? Okay? Fait que, en Angleterre,
ils ont regardé, dépendamment de plein de disciplines, là, ils ont toutes regroupé ensemble, c'est quoi l'épaisseur maximale acceptée chez un athlète, OK? Parce que dans la population générale, on dirait que c'est entre 9 et 10 mm, mais chez les athlètes, ça peut aller jusqu'à 12 mm. Et seulement 1,5 % des athlètes vont avoir des parois de plus que 12 mm, OK? Mais des fois, ils se rendent là quand même. Ça, c'est dans le remodelage beaucoup plus extrême, mais quand même, chez les athlètes, en général, on devrait se tenir jusqu'à 12 mm, OK? Fait que tout à coup, notre normalité change en fonction de l'athlète qu'on évalue. Puis, l'autre chose qu'il fallait tenir en compte chez cet athlète-là, bien évidemment, c'est un homme. Donc, on s'attend à un peu plus d'hypertrophie que chez les femmes. Vous pouvez voir, les femmes, c'est beaucoup plus rare qu'elles sont dans le 12-13 mm comparativement aux hommes où est-ce que c'est un peu plus fréquent. Et chez les Caucasiens, beaucoup moins d'hypertrophie que chez les Afro-Américains. Donc, évidemment, j'ai fait une IRM cardiaque parce que c'est ça que j'avais fait l'année d'avant à Londres, si vous vous souvenez de mon parcours. Fait que là, j'étais bien énervé. Fait qu'on fait une IRM cardiaque. Puis, bien, on se rend compte, encore une fois, que les parois sont un peu plus épaisses. Je pense que je vous ai mis en flèche ici, on appelle ça des cryptes myocardiques. Fait que c'est des petites invaginations au niveau du mur qui, prises isolément, n'ont pas de signification, mais chez quelqu'un qui a des antécédents familiaux de cardiomyopathie hypertrophique, ça pourrait représenter une manifestation précoce de la maladie, avant même qu'il y ait les critères diagnostiques. Fait que déjà, on trouvait ça que c'était un petit peu suspect. Pardon. Et finalement, quand on a mesuré ses parois, on a mesuré jusqu'à 12 mm. Fait que finalement, il était juste sur la limite. Par contre, il y avait 12 mm dans son septum puis 6 mm au niveau de la paroi postérieure. Fait que, habituellement, on devrait s'attendre à ce que ça soit plutôt harmonique, toutes les parois, hein, de plus ou moins 2 à 3 mm. Fait que le fait qu'il y ait 6 mm de différence entre deux parois, ça, c'est suspect. C'est qu'il est en train de développer un épaississement asymétrique. Puis bon, ça ici, c'est juste, je trouve toujours beau les images, là, mais ça, c'est on fait du T1 mapping, ce qu'on appelle, c'est que on utilise la valeur intrinsèque du T1, donc c'est la valeur magnétique là, au niveau du tissu, puis on est capable de détecter est-ce qu'il y a un début de fibrose, un début de cicatrice au niveau du muscle qu'on ne serait pas capable de voir avec les yeux, là, avec l'injection de contraste. Mais chez ce patient-là, les cartes étaient toutes normales. Donc finalement, on a quelqu'un qui a des parois à 12 mm, des antécédents familiaux positifs, mais asymptomatiques. Puis finalement, bien, quand on l'a mis sur un tapis roulant, il était très bon. Hein? Il a fait 16 mètres avec aucune arythmie. Il n'y avait même pas d'arythmie quand il a porté un appareil pendant 24 heures. Puis on était toujours en attente des tests génétiques parce que bon, sa mère avait été testée, on ne savait pas c'était quoi le gène, fait qu'on ne pouvait pas le tester chez lui. Fait que finalement, qu'est-ce qu'on fait avec lui, là? On sait qu'il y a des antécédents familiaux, son cœur n'est pas strictement normal, mais il est peut-être dans la limite acceptable chez les athlètes. Pourquoi est-ce qu'on est si inquiet? Hein? C'est parce que la cardiomyopathie hypertrophique, je l'ai mentionné tantôt, c'est une des causes de mort subite chez les athlètes. Dans les années 80, c'était considéré comme étant la cause la plus fréquente. Maintenant, c'est un peu plus débattu. Puis malheureusement, chez les athlètes, des fois, la première manifestation de la cardiomyopathie, c'est la mort subite. On ne peut pas se fier tout le temps sur le fait de « Ah, il va être essoufflé avant qu'il arrive un problème, il va avoir des douleurs thoraciques avant qu'il arrive un problème, il va être étourdi. » Des fois, malheureusement, le premier événement, c'est l'arythmie maligne et la mort subite. Fait que ça nous inquiète toujours tout le temps. Mais en même temps, bon, ça je l'ai déjà dit, en même temps, on sait que la cardiomyopathie hypertrophique, elle a une variabilité dans sa présentation et dans son potentiel arythmogène assez important. Fait que c'est pas tout le monde qui a une cardiomyopathie hypertrophique qui va développer des arythmies. Et de plus en plus, alors que dans les années 80, c'était une exclusion et on ne se posait pas de questions chez ces athlètes-là, de plus en plus maintenant, on a des expériences où est-ce qu'on laisse les athlètes s'entraîner et même compétitionner avec une cardiomyopathie hypertrophique et ils n'ont presque pas d'événements arythmiques. Donc ici, ça, c'était une étude qui est parue en 2023, à ma connaissance, qui démontrait que finalement, il y avait eu pas plus d'arythmies chez ceux qui avaient décidé de poursuivre le sport que chez ceux qui avaient décidé d'arrêter. Donc, il y a vraiment un changement de paradigme dans cette maladie-là. Puis là, ce changement-là est vraiment en cours actuellement. Et de plus en plus, on laisse les athlètes compétitionner s'ils ont une cardiomyopathie qu'on considère comme étant seulement débutante ou légère et asymptomatique. En fonction de plusieurs paramètres ici que je laissais plus
pour votre curiosité intellectuelle, là, mais que je n'en reviendrai pas en détail, parce qu'en fait, la diapo la plus importante de ma présentation, c'est celle-ci. Okay? C'est la décision partagée. Les gens ne comprennent pas pourquoi ça me prend des fois une demi-heure, 45 minutes de voir un athlète, là, mais c'est parce que diagnostiquer, ça prend 10-15 minutes, on va dire. Là. Mais ça, ici, la décision partagée, c'est le plus important de toute ma discussion avec le patient. L'athlète, des fois son entraîneur qui est présent, des fois tu as les parents aussi quand il y a moins de 18 ans, sur qu'est-ce qu'on fait une fois que tu as trouvé ça. Okay? On est, comme la médecine en général, là, on est en train de s'éloigner d'une approche paternaliste, puis on essaie d'exposer aux athlètes, bien, écoutez, vous avez telle maladie, ou on pense que vous avez telle maladie, ça vous expose à un risque arythmique qu'on pense probablement faible, pas nul, mais probablement faible. Puis là, souvent, quand je leur dis, bien, probablement plus élevé que le mien, puis que celui de votre collègue là, ou votre meilleur ami dans l'équipe. Là. Mais est-ce que ça justifie de vous empêcher de jouer puis de réaliser votre rêve? C'est pas toujours facile, parce que des fois, il y a un souci financier en arrière aussi, hein, quand c'est au niveau professionnel. Là, c'est pas juste mon rêve, là, c'est aussi des millions que je vais signer avec mon contrat si je décide d'accepter ça ou non. Fait que c'est là, en tout cas, c'est là, je pense, toute l'art de la spécialité en ce moment. Okay? C'est évidemment de diagnostiquer, mais cette discussion-là. Puis c'est là aussi que je mettais mon titre là, pour comment avoir un impact sur le terrain. C'est que si on escamote cette discussion-là, on va rater le bateau. Okay? Et on va avoir soit des joueurs qui vont ignorer nos recommandations, parce que des fois, je le dis carrément, là, vous ne devriez pas le faire, mais là, dans un pays libre, là, fait qu'ils ont le droit de continuer de faire leurs activités, mais s'ils ignorent mon indication, mais ils n'ont peut-être pas compris exactement ce que j'ai voulu leur dire. Tu sais. Et au contraire, des fois, bien, ils décident de prendre ce risque-là. OK, mais parfait. Mais comment est-ce qu'on peut réduire ce risque le plus possible? Bien, finalement, c'est de s'assurer qu'il s'entraîne avec toujours quelqu'un avec lui dans le gymnase, d'être sûr qu'il est où le défibrillateur externe automatique. Des fois, bien, j'ai un athlète à un moment donné qu'on a laissé jouer dans le coin de Montréal, puis il n'y en avait pas de défibrillateur externe automatique. Mais je dis, bien, on va en acheter un, tu sais, puis mettez-le dans votre gymnase, puis bien, maintenant, en tout cas, ça devrait être correct. Pour l'instant, il n'y a pas eu de problème, on n'a pas eu à l'utiliser, mais c'est ce genre de choses-là, je pense, qui est le plus important dans ma job en ce moment. Okay? Donc voilà pourquoi je prenais beaucoup de temps pour cette fameuse diapositive. Mais c'est là toute l'art de la cardiologie du sport, je pense, en ce moment. Dernier chapitre que je voulais visiter un peu avec vous, parce que ça aussi, ça alimente quand même un petit peu les débats dans les médias. Puis surtout, ça commence déjà à me vieillir. Hein? C'est parce que nous, en cardiologie du sport, un vétéran, c'est quelqu'un qui a plus que 35 ans. Fait que je suis malheureusement déjà un vétéran. Mais et chez les vétérans, la mort subite, c'est beaucoup moins les cardiomyopathies puis les maladies génétiques. Hein? Parce que si on a une maladie génétique, bien, ça va se développer souvent dans la vingtaine. Et si on a un problème à avoir, bien, ça va être durant ces années-là. Puis si on se rend à 35 ans et plus, bien, finalement, si on avait une maladie génétique, elle n'était probablement pas si dangereuse parce qu'on a vécu tout ce temps-là. Et donc, c'est un autre problème qui survient. Fait que Puis pourtant, vous voyez ici la courbe, là, après 35 ans, le taux de mort subite augmente de façon assez importante chez les vétérans. Qu'est-ce qui se passe? Okay? En fait, c'est la maladie coronarienne. Okay? Puis c'est très contre-intuitif. Puis dans les années, je pense, c'est quoi ça? C'est 77. Il y avait quelqu'un qui avait marqué que les coureurs de marathon étaient immuns à l'athérosclérose. Ça a très mal vieilli, évidemment, cet article-là. Mais on pensait vraiment ça. OK? Et qu'est-ce qui se passe? Ben là, c'est ça, c'est la maladie coronarienne. Puis comment est-ce qu'on détecte ça, finalement? Mais c'est qu'on a pris des athlètes, coureurs de marathon, cyclistes, plein d'athlètes d'endurance qu'on considère là, comme étant là, vraiment très fit, là, en bon français. Puis on leur fait passer des scans où est-ce qu'on détecte le calcium au niveau des coronaires, qui est un marqueur indirect de maladie coronarienne, là, mais qui est quand même associé à des issues là, cardiovasculaires, là, comme l'infarctus, la mort subite et tout. Puis on se rend compte que les coureurs de marathon ont plus de plaques calcifiées que ceux qui sont sédentaires pour le même âge. Donc là, tu fais « OK, c'est un petit peu contre-intuitif, ça. » Puis là, en plus, si on prend compte des facteurs de risque, bien, les coureurs de marathon ont encore plus de calcium. Fait que c'est pas juste à cause que peut-être qu'il y avait un coureur de marathon qui était aussi connu pour dyslipidémie. Si on prend quelqu'un du même âge avec une dyslipidémie, mais qui est sédentaire, statistiquement, il devrait avoir moins de calcium au niveau coronarien que les coureurs de marathon. Fait que là, ça, c'était dans les années 2008.
Puis là, il y avait de plus en plus malheureusement, d'incidents de mort subite là, dans les marathons, notamment au marathon de Boston. Il y avait une année où est-ce que ça a été assez catastrophique. Donc là, les gens se demandaient, mais écoute, qu'est-ce qui se passe avec ça? Et les gens se sont dit, c'est probablement juste une étude avec un biais de sélection. Il va falloir qu'on fasse une étude beaucoup mieux construite. Fait qu'il y a un groupe belge qui a fait une étude qui s'appelle Master at Heart, qui a pris vraiment 3 groupes très bien sélectionnés. Ils ont pris 191 coureurs qui ont couru toute leur vie. Ils ont pris 191 coureurs ensuite qui ont couru, mais seulement après l'âge de 30 ans. Puis ils ont pris 171 contrôles. Puis ils leur ont tout fait passer des scans cardiaques. Donc, c'est pas juste pour regarder le calcium, c'est pour même regarder c'est quoi le pourcentage de sténose coronarienne. Et aucun des sujets avait des facteurs de risque classiques de maladie coronarienne. Il n'y avait pas d'antécédent familial, les pressions artérielles étaient normales, bilan lipidique, glycémique, normaux, pas de tabac, pas de drogue. Et malheureusement, ils sont venus au même constat que la première étude que je vous ai montrée. Les coureurs ont plus de calcification et de sténose significative que les gens sédentaires. Et ils en ont plus que ceux qui ont commencé à courir, mais plus tardivement. Comme si le fait de courir aussi longtemps, pendant des longues heures, finalement, ça entraîne un risque au niveau cardiovasculaire. On ne sait pas pourquoi encore ça fait ça, mais... On ne sait pas encore pourquoi ça fait ça. Le mécanisme est vraiment encore à élucider. Mais on pense que le fait d'augmenter notre débit cardiaque, parce qu'à l'effort, là, on augmente le débit cardiaque moyen d'autour 8 à 10 fois là, chez les athlètes de très haut niveau. Et probablement que ça entraîne un stress au niveau coronarien puis un degré de dysfonction endothéliale transitoire. En tout cas, c'est ce qui est postulé. Puis que là, c'est là que la plaque athérosclérotique commence, puis ensuite les calcifications s'installent. Le problème, puis là, c'est là tout le problème que moi je reçois après ça parce que je me fais référer ces patients-là, évidemment, là, c'est une fois qu'on sait ça, est-ce qu'on peut continuer à faire des marathons? Est-ce que je devrais arrêter? Est-ce que des plaques chez un athlète représentent le même risque qu'une plaque chez quelqu'un qui n'est pas athlète? Ça, c'est tout le trou. Ce sont tous les trous dans la science actuellement, puis qu'on essaie de répondre, puis notamment à EPIC, mais on essaie de construire une cohorte d'athlètes vétérans qu'on voudrait suivre avec le temps pour voir, mais c'est quoi finalement leur pronostic. Fait que c'est évidemment très stimulant, très challengeant, parce qu'en ce moment, on navigue avec beaucoup plus de questions que de réponses à ce problème-là, mais c'est un de mes sujets là, favoris, là, puis que je me fais souvent référer par mes collègues. Et n'hésitez pas à me référer au cas où, si un jour vous avez des patients comme ça. Fait que, en conclusion, ce que j'aime de la cardiologie sportive, puis ce qui m'a mené à faire ça, c'est que ça nous oblige à prendre en compte, de façon holistique, évaluer notre patient athlète, puis de se décider, mais finalement, est-ce que ce que j'observe en ce moment, ça pourrait être normal pour lui ou non? Puis, ce que j'aime beaucoup des athlètes, par contre, c'est qu'il n'y a jamais aucune incertitude sur le nombre d'heures qu'ils s'entraînent, puis à quelle intensité. Ils nous arrivent avec les cahiers, là, ça ne peut pas être plus détaillé que ça. Fait que c'est parfait, parce qu'au moins, ça, au moins, je le sais tout le temps. C'est quoi leur exposition à l'activité physique, OK? Là, ce que chez moi, c'est est-ce que ça explique le reste? Mais au moins, ça, je l'ai tout le temps. C'est des historiens excellents. Des fois, un petit peu trop perfectionnistes, mais excellents quand même. Puis, l'autre aspect que j'aime beaucoup, c'est l'importance de la discussion. Puis en fait, c'est le même en médecine, hein, mais encore plus dans cette spécialité-là, c'est l'importance de la discussion avec les athlètes. Puis de les laisser avec le plus d'informations possible, en tout cas la meilleure information qu'on a à l'heure actuelle, prendre une décision pour eux, pour leur futur. Voilà. Encore une fois, je répète que c'est une des présentations que j'ai eu le plus plaisir à donner aujourd'hui. C'était un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Le campus Mauricie, c'est là où ça a commencé. Je vais toujours être très redevable de ça. Merci beaucoup.